Madame, Monsieur, bonjour et merci si vous venez de nous rejoindre. Le Bénin est sous tension, l'Algérie et le Soudan en ébullition, l'actualité chaude du continent noir passée au crible. Dans New World Forum avec trois invités, je me fais l'honneur de vous les présenter tout de suite. D'abord le professeur Roger Danioué. Professeur, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous retrouver. Vous êtes politologue, sociologue politique, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. À vos côtés, le professeur Magloire Kwakouvi, philosophe. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous Par la grâce de Dieu. Merci. Merci. Notre troisième invité, Freddy Nkoulikié. Monsieur Nkoulikié, bonjour. Bonjour. Freddy est expert en gouvernance et développement. Monsieur Nkoulikié, vous êtes aussi le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et centrale du Centre pour le dialogue humanitaire. Exact. Alors, nous allons commencer donc par le Bénin. Les dernières actualités, deux anciens présidents se sont rendus vendredi dans le plus grand marché du pays à Cotonou pour appeler la population à se mobiliser contre l'exclusion de l'opposition des élections législatives prévues le 28 avril prochain. Et tout le monde sait comment ça s'est terminé. Les deux présidents ont été accueillis par des gaz lacrymogènes à la fin. Nous reviendrons sur cette actualité, mais d'abord, je voudrais qu'on analyse un peu ces réformes engagées par le président Talon, dont l'objectif est de susciter de grands partis politiques. Pour lui, il y a trop de partis politiques qui ne servent pas à grand-chose dans son pays. Est-ce que son diagnostic est juste, professeur Danibo? Bon, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Pour ce qui concerne la République du Bénin, j'avoue que je suis un peu déçu et très inquiet. Déçu par la posture que prend aujourd'hui la gouvernance politique au Bénin, inquiet par l'ampleur de la crise qui peut devenir sur des lendemains incertains. Le Bénin nous a jusque-là offert de modèles démocratiques depuis les années 90. On a parlé même de laboratoire de la démocratie en Afrique. Mais là, je ne crois pas que ce soit une leçon de démocratie qu'on est en train de donner. Les responsabilités sont partagées. Mais pour ce qui concerne la situation actuelle, très explosive, vous avez parlé de la situation de la manifestation hier, ou c'est avant-hier, je ne sais plus. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. On peut regretter tout de même que d'anciens présidents soient dans la rue pour appeler à manifester sans respecter les règles du fonctionnement de l'État. Parce qu'il doit y avoir quand même une certaine déontologie. On peut le regretter. Mais on peut également regretter, au nom de l'éthique politique, que deux anciens présidents dans la rue soient chassés par des gaz lacrymogènes. Parce que la scène est un peu réprobable. Voilà. Mais revenons donc au but des réformes engagées par le président. Les réformes, n'a pas raison de dire qu'il y a un problème autour des partis politiques. Le constat est là. En Afrique en général, au Bénin, au Togo, on a vu cette pléiade de partis politiques naître depuis le renouveau démocratique des années 90. Le constat est clair. Il y a peut-être, pléthore de partis politiques. Certains sont moribonds, d'autres sont inactifs. Et donc nécessité de procéder à une recomposition du paysage politique. Et donc les réformes sont justifiées. Et chacun vient mettre un peu de sa touche dans le paysage politique et marquer son temps. Et donc je suis d'accord que les réformes politiques se fassent, et notamment avec la modification de la loi portant charte des partis politiques. Donc les nouvelles modalités de création des partis politiques. L'objectif est là, c'est assainir un peu le paysage politique. Je suis d'accord. Ouais, le Togo même en a besoin. Je peux vous le confirmer. J'ai souvent appelé à revisiter la charte des partis politiques togolais pour plusieurs raisons. Mais pour ce qui concerne le Bénin, comme le Togo, je dis, c'était une nécessité. Donc peut-être il reste maintenant à voir, voilà, dans la méthode, dans la procédure, et surtout en face d'une échéance électorale très proche. Il y a donc la méthode, la procédure
qui pose problème. Qui pose problème. Frédéric Nkouroukié, est-ce que le Bénin, au-delà du Bénin, beaucoup de pays africains ne sont-ils pas malades de leur parti politique? Je pense d'abord que la première chose, c'est de se situer dans ces dynamiques démocratiques. Et on a vu à partir des années 90, surtout pour les pays d'Afrique francophone, particulièrement, c'est plus marqué, l'explosion de la création des partis politiques. 29 ans après les premières conférences nationales, on assiste à l'émergence d'une nouvelle classe politique sans ancrage idéologique connu, en rupture avec l'esprit qui a présidé à ce renouveau démocratique. Et on en a vu d'autres qui, pour se protéger de quelques travers dont ils peuvent être responsables, trouvent la parade de créer des partis politiques. Alors, ce que nous observons aujourd'hui, c'est justement le dévoiement de l'esprit du renouveau démocratique auquel on a assisté il y a près de 30 ans. Et je dirais ce qui se passe au Bénin, c'est dans l'ordre normal des choses, parce que la politique est dynamique. On peut déplorer la méthode, on peut déplorer tout ce que l'on veut, mais il y a une espèce de renouvellement qui est en train de se faire. Naturellement, il se fait dans la douleur, il se fait dans ce que nous observons et que pour certains, c'est choquant, c'est inacceptable. Mais lorsqu'on analyse sous l'angle de l'évolution, c'est dans l'ordre normal des choses. Ce qui se passe au Bénin, ça doit aussi nous apprendre qu'il n'y a pas de raison particulière à prendre le Bénin pour un modèle ou quoi. Chaque contexte est suffisamment particulier, suffisamment unique pour toujours l'apprécier dans sa spécificité. Naturellement, il y a des règles qui sont communes à toutes les sociétés, à tous les contextes. Ça, il faut les sauvegarder. Donc, et puis, je dirais aussi, la démocratie multipartisane, elle coûte cher. Donc, si vous parlez de partis moribonds, c'est qu'en réalité, comme je le disais au départ, on a pensé que c'était ouvrir l'espace de réflexion et on a pensé à un moment que les partis pouvaient être constitués chacun en creuset de réflexion, de propositions, mais on a oublié que pour faire fonctionner cette machine des partis politiques, il faut des moyens. C'est pour ça qu'à un moment, on a remarqué qu'il y a eu maintenant un repli dans la création des partis sous prétexte que chacun doit d'abord consolider sa présence dans son fief. Ça veut dire quoi? C'est un repli régional, ethnique, identitaire quelque part, qui est en rupture même avec les fondements de tout ce qu'on peut appeler activité politique démocratique ouvert, rassembleur. La deuxième chose, c'est que tous ces systèmes de démocratie représentative coûtent énormément cher parce que pour assurer ta présence dans une instance où tu dois parvenir par élection, il faut quand même essayer de te faire connaître, il faut entretenir ta base de multiples manières et tout ça demande un certain nombre de moyens que beaucoup d'acteurs n'ont pas. C'est en cela que nous avons maintenant une des conséquences de tout cela, c'est que pour faire vivre un parti, il faut absolument chercher les moyens d'accéder au pouvoir. Donc on n'accède plus au pouvoir nécessairement pour faire vendre une idée ou pour faire avancer une cause commune, c'est d'abord pour faire vendre son propre projet. Mais ce projet-là, pour moi, ce ne sont plus des projets de société. Au Bénin, 150 partis, ça ne veut pas dire 150 projets de société. Parce que nous remarquons justement que tout ce mouvement a créé une rupture sociale qui fait que nous ne sommes plus même en situation de parler de nation. On a connu certains reculs, on a connu certains blocages dans la construction des nations. Donc on en revient, vous voyez, en Afrique de l'Ouest. Je ne parle pas de l'Afrique centrale ou de l'Afrique des Grands Lacs d'où je viens. Il y a cela, le fait que maintenant la politique est de plus en plus locale, de plus en plus fragmentée, et il faut se poser beaucoup de questions sur les gouvernances, les modes de gouvernance aujourd'hui, 30 ans après les premières conférences nationales. Et la question que me soulève votre intervention, c'est de dire finalement que l'Afrique s'est embarquée, en tout cas en ce qui concerne ceux qui ont choisi la démocratie, se sont embarqués dans une manœuvre dont ils n'ont pas les moyens. C'est ce que vous semblez dire, professeur. Non, je crois que les moyens sont là. Je crois que par moment, nous avons cru que la démocratie était une étape, alors que c'est une dynamique. Ce qui se passe en France montre à suffisance que, bon, lorsque l'être humain n'est pas satisfait, bon, il le dit, et si on ne l'entend pas, il proteste.
C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Bon, maintenant... La dynamique a deux directions, le plus et le moins, finalement. Est-ce que nous, les pays africains, ne sont pas dans une dynamique, comment je vais l'appeler Plus négative. D'équilibre. Oui, mais lorsqu'on prend le système en général, je l'avais appelé le système EAFA, État, Argent, Forces armées, en même temps qu'on crie aux dépenses et à la pauvreté, en même temps, on fait des dépenses somptuaires. Le code électoral togolais plafonne la propagande électorale à 500 millions. Les gens vont jusqu'à 8 milliards. Comment est-ce que vous allez justifier après les appels de fonds pour vos projets de développement si, pour vous faire élire, vous sortez 8 milliards déjà? J'ai en tête un croquis du FMI avec 3 Africains ventripotents à qui le gars du FMI dit, bon, la prochaine fois que vous viendrez, tâchez de maigrir un peu. On est exactement dans cette situation-là. Idéologiquement, Talon a raison. On ne peut pas l'en blâmer. Mais comme a dit, c'est Danioué, il y a l'éthique. Mais en général, un commerçant richissime n'a pas besoin d'éthique. Il veut des intérêts. Il passe par tous les moyens pour arriver à ces intérêts-là. Et puis c'est tout. Tant pis pour le Bénin. C'est le cadet de ses soucis. Mais je voudrais comprendre, professeur Danioué, pourquoi les partis politiques fonctionnent si mal en Afrique. Il y a d'abord le contexte de leur création. Je crois que notre collègue l'a déjà souligné. Il y a également les objectifs qu'on assigne à ce parti politique. Vous voyez, le contexte, c'était d'abord le contexte de la mise en bière des partis politiques, des partis uniques. C'était ça. Tout de suite, on a pensé que plus on sera nombreux, mieux on combattra le parti unique, mieux on va le mettre en terre. Mais ensuite, vous voyez, il a parlé de fragmentation politique, partisane. Effectivement, les groupes humains, les groupes sociaux qui se sont constitués autour de ce combat avec d'objectifs divers. Certains, bon, ils voulaient juste se faire voir, d'autres c'était pour conquérir, exercer le pouvoir. Et ce melting pot-là a débouché sur une confusion. L'autre problème, c'est que ces partis, en se créant ou en se mettant en place, n'avaient pas les moyens. Il a dit également, il a souligné, un parti, c'est une organisation qu'on doit faire vivre. Un parti doit pouvoir former ses militants, ses sympathisants. Mais c'est de l'argent pour former les gens. Vous avez des partis qui n'ont même pas de siège. C'est-à-dire un bâtiment local identifié comme son siège. Il y a des partis, moi au Togo aussi, qui n'ont pas de siège. Je ne veux même pas parler seulement du Bénin. Il y a certains qui se résument c'est le garage de leur promoteur. Vous avez des partis politiques, c'est le garage de leur promoteur. Et ça, c'est grave. Ça ne donne pas de la respectabilité. Et ensuite, les gens ont pensé, comme tout le monde l'a souligné, que tout de suite, on pouvait conquérir le pouvoir. Tout de suite. Or, ils n'ont pas compris que c'est toute une procédure, une démarche. Que pour conquérir et exercer le pouvoir, il faut s'organiser. La conquête, dans la phase de conquête, il y a toute une organisation en termes de ressources humaines de qualité. Vous savez, très souvent, on verse dans l'idéologie révolutionnaire. On attend des situations de crise explosive et puis on dit, voilà, on veut renverser l'ordre établi. Mais je veux un peu paraphraser les lignes. Il nous dit, quand vous voulez faire la révolution, il faut 3 composantes. Il faut un programme. Il faut un programme révolutionnaire. D'abord, une situation révolutionnaire, ça c'est vrai. Et souvent, on a des situations de crise un peu partout qui s'apparentent un peu à des situations révolutionnaires. Ensuite, il faut ce que vous appelez les projets de société, un programme révolutionnaire. Mais ce n'est pas fini. Il faut des cadres révolutionnaires.
Donc, des gens puissent piloter ce programme révolutionnaire. Très souvent, on a des situations révolutionnaires, on n'a pas de programme révolutionnaire. C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas 150 projets de société au Bénin, ou 200 ou 90, on parle de 90, 95 partis politiques, il n'y a pas 95 projets de société. Il n'y a même pas de lisibilité, il n'y a même pas de traçabilité, il n'y a même pas de fond idéologique. Donc, on ne sait pas où on va. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut conquérir le pouvoir. Voilà, ce sont cette difficulté-là qui ne donne pas une assise aux partis politiques depuis le renouveau démocratique. Ces partis, vraiment, ne se résument qu'à la personne de leurs dirigeants. Et moi, je les appelle même des seigneuries politiques. Ce n'est pas des organisations, des associations d'individus, mais c'est des seigneuries. Vous avez un seigneur, quelqu'un qui a un peu d'argent et qui peut mettre quelques individus autour de lui, et le parti devient sa propriété. Il en fait ce qu'il veut. Il n'y a même pas d'animation démocratique au sein du parti, parce que c'est sa propriété privée. C'est ça. Vous comprenez à peu près la situation. Alors, Frédéric Goulet, comment promouvoir la démocratie dans ce contexte-là? Écoutez, d'abord, c'est admettre que nous allons encore connaître dans plusieurs pays africains ces chocs. Il faut l'admettre et ne pas s'en émouvoir, parce que nous risquons de passer tout notre temps en situation d'émotion. La deuxième chose, c'est de comprendre le problème aujourd'hui qui est posé, c'est comment gérer le centre et la périphérie. Parce que quand on parle, vous savez, on a eu les partis, on a essayé de battre en brèche tout ce qui est la centralisation du pouvoir. On entre en mode de gouvernance décentralisée, mais on ne décentralise pas des États faibles. Parce que on décentralise pour transférer des compétences. Il faut que les moyens suivent. Les moyens, ce n'est pas que l'argent. C'est aussi les moyens humains de pouvoir gérer les collectivités. Et ça, on est tombé dans les slogans de la décentralisation. Et voyez aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, les États, les pays pour lesquels on avait vendu l'exemplarité de décentralisation sont aujourd'hui les États, les pays qui sont les plus atteints par les mouvements djihadistes. Le Mali et le Burkina Faso. C'était les pays, c'était en modèle en termes de décentralisation. Mais on a décentralisé, on a oublié l'essentiel. Ça veut dire comment est-ce qu'il faut accompagner les entités décentralisées pour qu'il y ait toujours la présence de l'État. Et aujourd'hui, d'après l'étude que nous avons faite au Centre pour le dialogue humanitaire sur 16 pays de cette région sahélienne, le premier reproche que les populations font lorsque vous leur posez la question, c'est l'absence de l'État. L'absence de l'État, ce n'est pas la force de coercition ou autre, mais que le citoyen sente qu'à un moment, il y a une force qui régule, il y a une force qui protège, il y a une force vers laquelle vous pouvez vous tourner en cas de besoin. Donc, on a affaibli plutôt les structures de la puissance publique, en pensant décentraliser, en pensant donner de la voix à tout le monde. En oubliant que même cette voix donnée à tout le monde doit être canalisée de la manière la plus simple, compréhensible et correcte possible. Donc maintenant, s'il nous faut faire vivre la démocratie, vous savez, le fait de faire vivre les communautés, ce n'est pas, il faut positiver ça. Il faut aussi reconnaître que les pays africains, les frontières qu'ils ont aujourd'hui ne correspondent pas à cette réalité. Donc il faut vivre dans cette contradiction. Et c'est en cela que moi je dis, les ethnies, les communautés, ce n'est pas négatif. Il faut que nous apprenions à positiver cela pour créer quelque chose qui offre un dénominateur commun à tout le monde. Et c'est en cela aujourd'hui que la question est gravement posée, et posée avec acuité à tous les acteurs qui se disent politiques. Ils ne sont pas tous des acteurs politiques. Comme on l'a vu, il y a des gens qui se positionnent d'abord pour se protéger. Plus vous êtes exposé, mieux vous êtes protégé, parce qu'on dira le gouvernement vous cherche ou le pouvoir vous cherche parce que vous émettez une voix dissonante. Mais en réalité, vous pouvez cacher beaucoup de casseroles. Et nous avons des exemples à travers le monde, y compris dans la première puissance mondiale, où lorsqu'on voit les casseroles que traîne le leader du pays le plus puissant du monde, ma foi, vous vous interrogez comment il peut... Exactement. Donc, il y a des choses comme ça qui sont en train de se faire voir, de voir le jour, et nous devons nous poser des questions par rapport à ça. Donc, en résumé,
On peut faire vivre le système démocratique. Acceptons seulement qu'il faut maintenant se reposer la question, se remettre en cause par rapport à la conjonction de tous ces facteurs, mais à la prise en compte aussi de l'existence des communautés et dans certains réalismes national dans les pays. En réalité, pour gagner en termes de démocratie, qu'est-ce que je dois faire pour que les communautés, dans leurs différences, puissent partager un minimum commun pour l'avenir? Il faut se poser ces questions. Et pourquoi on ne se pose pas ces questions, professeur Kwakouvi? Et surtout, le problème que soulève M. Nkouroukié, il me semble que c'est le problème des Africains qui ne cherchent pas à tropicaliser les modèles de gouvernance importés d'ici ou d'ailleurs. Il ne faut pas péjorer, il ne faut pas péjorer cela. Il ne s'agit pas de tropicaliser, c'est ramener aux réalités. Oui, c'est nationales. Voilà. En termes de tropicalisation, démocratie, décentralisation, ce sont des modèles importés. Mais est-ce que les Africains se posent la question de savoir est-ce que ça correspond à nos réalités? Comment on peut adapter ça correspond nécessairement parce que les gens dans leur coin savent ce qu'il leur faut. Moi, je viens de la région des lacs. Plusieurs variétés de poissons ont disparu. Il faut nécessairement draguer la lagune, réintroduire ces alevins-là pour que l'économie redémarre. Ça, nous le savons très bien. Maintenant, le Léviathan qu'on appelle l'État, qui croyait tout savoir et tout régimenter de manière pyramidale avant, est contraint de lâcher du lest dans la décentralisation. Et comme il y a toujours des gens à l'affût de ces nouveautés-là, beaucoup croient que la décentralisation, c'est des opportunités pour leur offrir du travail, un repli sur leur communauté, etc. Mais il n'en est absolument rien. C'est du travail. Et pour mériter le partenariat décentralisé, il faut avoir les idées en tête soi-même d'abord, avant de mériter. L'exemple de Nioro et d'Atakwame est là. Les gens ont cru que c'était des opportunités pour attirer les fonds européens, se les partager, et puis alors qu'il n'en est absolument rien. Et pour revenir au Bénin et au contexte politique actuel, si vous êtes d'accord que le diagnostic de Talon est exact, qu'il faut réformer les partis politiques, alors, donc, est-ce qu'il faut se poser encore des questions sur les moyens d'y parvenir? Est-ce que le chemin de l'enfer béninois n'est pas pavé des bonnes intentions de Talon? Non, je crois que pour se prononcer sur la crise béninoise en cours, il faut remonter un peu à l'année 2018, avec le vote de la loi portant charte des partis politiques en juillet, et la promulgation de cette loi en septembre, le 17 septembre, je crois. C'est ça. Mais il faut analyser, examiner le contenu de cette loi. Il y a quelques articles, quand vous le lisez, vous avez l'impression qu'on veut réduire le marché politique ou du reste, l'offre du marché partisan. On veut le réduire. Il faut faire en sorte que tout s'organise autour du nouveau pouvoir. Je m'explique. Dans les conditions de création, d'abord, la loi vous dit que pour être un membre fondateur d'un parti politique, c'est une décision personnelle, c'est une adhésion personnelle, physique, donc les personnes morales ne sont pas concernées. Et on vous dit que les membres fondateurs ne doivent pas être des agents publics impliqués dans certaines tâches, notamment le processus électoral, la gestion du contentieux, ou alors ne doit pas occuper de hautes responsabilités de l'État. Si tel était le cas, il faut donc démissionner ou suspendre sa participation au sein du parti politique. Il y a des mesures contraignantes. Mais jusque-là, moi, je pense je n'ai pas fini. Mais ce qui est encore grave, ou j'allais dire peut-être prêter à la polémique, c'est que au même moment, on vous dit que les anciens, toute formation politique doit pouvoir bénéficier d'un certificat de conformité à la loi, à la nouvelle loi. C'est ça. Ça veut dire quoi? Que la loi de juillet 2000, enfin la loi du 17 septembre, alors,
puisqu'elle a été 18, dissout tous les partis existants. Tous les partis sont censés être dissous. Ouais. Sur de nouvelles bases. Est-ce que les partis existants ont compris ça dans ce sens qu'ils n'existent plus et il faut réexister en se conformant aux nouvelles dispositions? Si ça, vous l'avez compris, eux, ils ne l'ont pas compris. Non, je crois que des deux côtés, les gens ont compris. Mais le jeu politique étant ce qu'il est, chacun tire donc la ouverture vers lui. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que l'administration de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, a 2 mois pour délivrer ce certificat de non-conformité ou de conformité, dans les 2 cas. Et si vous avez un certificat, enfin, vous avez une notification de non-conformité, vous pouvez donc saisir la chambre administrative du tribunal d'instance compétent. Mais moi, ce que je comprends, la saisine de ce tribunal est à caractère suspensif. Parce qu'à partir du moment où j'ai déposé un dossier, et qu'on me dit qu'il n'est pas encore conforme à la loi, puisqu'on vous a dit que la notification de la non-conformité doit être motivée. Et moi, je dis, je vais saisir, je ne suis pas d'accord avec ce que l'administration de l'Intérieur dit, alors je saisis le tribunal. Pendant la saisine, pendant que le dossier est en cours, mon dossier n'est pas rejeté. Et si dans l'espace-là, il est organisé un scrutin, je participe ou pas? Voilà la question que moi je me pose. Je participe ou pas? Maintenant, est-ce que les partis politiques concernés ont saisi les tribunaux? S'ils n'ont pas saisi les tribunaux, ils sont fautifs. Et c'est leur part de responsabilité exclusive. S'ils ont saisi les tribunaux, ça veut dire qu'ils bénéficient de la suspension de la décision. À ma connaissance, les partis d'opposition qui contestent la procédure n'ont pas saisi les tribunaux. S'ils n'ont pas saisi, c'est que la procédure n'est pas... Ils ont préféré un arrangement politique à toute la voie judiciaire administrative, pensant que ça pouvait avancer. Mais je pense que, comme il le dit le professeur, il faut comprendre la logique du premier magistrat de la République. Il est arrivé sans aucune base politique propre. C'est ça. Tout à fait. Sinon, qu'un conglomérat de soutien, dont certains d'ailleurs ne sont plus avec lui. La deuxième chose, il est arrivé avec une intention très claire de réparer ce qu'il estime être des injustices commises à son égard. Et je pense qu'en moins d'une dizaine de conseils de ministres, les premiers qu'il a tenus, en tout cas, je pense qu'il estime avoir réglé ces injustices dont il a été victime. Notamment en des termes non poétiques, il a repris la plupart de ses sociétés. En récupérant son argent, en récupérant ses entreprises. La troisième chose, c'est que lorsque vous observez, il a tenté un coup de poker, mais il a fait à dessein, à mon avis. C'était l'histoire du mandat unique. Oui. Je pense que le président béninois connaît très bien sa société. Et il savait qu'en faisant rejeter cela, il devait récupérer en réalité un certain nombre de bénéfices. Et c'est ça qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui. Et quatrièmement, après tout ça, il veut maintenant avoir une base politique. Tout à fait. Parce que non seulement il doit préparer l'Assemblée nationale à d'autres échéances auxquelles je peux penser qu'il sera candidat, ou qu'il veut une force politique qui lui soit fidèle, qui soit candidate. Donc il faut absolument arranger tout le nécessaire pour d'abord faire passer l'éponge sur les opérations qu'il a menées pour régler les cas d'injustice qu'il a subis, parce que la mémoire fait que tout le monde n'a pas oublié. Donc il faut un certain nombre de dispositions politiques pour passer l'éponge là-dessus. Et je pense que le contrôle du Parlement fait partie de ça. Effectivement. N'oublions pas aussi qu'un certain nombre de maires ou autres autorités locales qui à un moment semblaient en discordance avec sa vision de la société béninoise ont été mises à l'écart poliment mais fermement. Donc je pense que c'est quelqu'un, on ne l'a pas compris certainement, mais il connaît bien tous les acteurs puisque compte tenu des largesses financières, il doit les avoir connus. Si ce n'est pas intimement ou de manière extrêmement proche. Et aujourd'hui, il veut absolument faire en sorte que ce qu'il estime être sa vision soit mis en œuvre, mais en veillant à ce que tout ce monde qu'il a connu, qu'il a alimenté,
ne puisse pas constituer en quelconque blocage. En politique, c'est absolument normal. Ouais. Ça peut poser des problèmes d'éthique, mais quand on regarde les États-Unis, ce qui s'y passe, écoutez, Bien sûr. mais il faut maintenant, à la question que vous aviez posée, il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas que ces pratiques deviennent la norme, parce qu'on sera en train de miner le terrain de l'émergence d'une démocratie Donc, c'est ça. où les acteurs politiques plutôt professionnels font leur job. C'est-à-dire que demain, si je gagne au loto, je peux à peu près faire n'importe quoi. N'importe quoi. Donc il ne faut pas que la politique soit réduite. C'est ça. Mais maintenant, moi je ne peux pas faire un quelconque jugement sur ce qui est en train de se passer au Bénin. Sur le plan politique, ça s'explique absolument. Ouais. Et il faut maintenant revenir sur le plan éthique et sur le plan de la promotion de la démocratie. De la démocratie. Là, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Mais ce qu'il faut adresser des reproches au président Talon, moi, à mon avis, ce que je lis, c'est qu'il est en train de mettre en œuvre la plupart des idées qu'il a promues au cours de sa campagne électorale. Et c'est sur ces idées qu'il a été élu. Donc, est-ce que les Béninois n'ont pas intérêt à se taire là-dessus parce que ce sont eux qui ont porté Talon à la tête du pays? Pas nécessairement, parce que ce n'est pas sûr d'ailleurs qu'il réussisse son passage en force. Parce qu'un monsieur comme Yahi Boni n'a créé son parti qu'à 1 ou 2 ans de la fin de son mandat. On a vu comment il a fini. Ouais, Le tout, ce n'est pas d'avoir de l'argent ou bien d'avoir des idées. Et on a vu, d'ailleurs, si ce n'était pas la spécificité de l'électorat américain, Trump ne serait pas là-bas. Parce que la dame l'avait battu à plat de couture. Ouais, Trump risque d'être réélu. Oh oui. Bon, mais Ça peut faire l'objet d'un autre débat. Parce que c'est très intéressant. c'est très intéressant parce que C'est une spécificité américaine. ce n'est pas tout ce qu'il fait qui va marquer l'histoire. Et Talon, je pense que Talon va finir comme Yahi Boni, même s'il gagne cette première passe-là, d'avoir 2 partis gagnés à sa cause qui vont lui faire son parlement et voter des lois, parce qu'il ne faut pas oublier que la mémoire du peuple est infaillible et que nous sommes au Bénin et des gens beaucoup plus coriaces que lui se sont cassés les dents. Je pense à Kérékou I, à sa révolution marxiste-léniniste athée. Et donc... Il y a ce boulot c'est Soglo, Soglo lui-même qui a il soutenu Yahi Boni. Bien sûr, J'ai dit bien Yahi sûr. Boni. Non, Kérékou. Patrice Talon. Patrice Talon plutôt. Patrice Talon, Ouais, oui. Là, c'est... Mais l'électorat. Si on ne se limite qu'à ça, c'est la beauté du jeu démocratique. Je sais, Si on ne ouais. se limite qu'à Ouais. ça. Ouais. Donc, à la limite, vous ne pouvez pas condamner Talon. Ça veut dire, lui, il essaye de mettre en œuvre ce qu'il a C'est promis. clair, ouais. Il va se casser les dents. C'est la beauté du jeu démocratique. Ouais. Mais en même temps, c'est de voir les casses maintenant. Oui. Parce qu'on peut avoir un certain nombre de casses difficilement récupérables sur les équilibres sociaux, en C'est termes ça. d'équilibres sociaux. Ça, c'est là où ça devient préoccupant. Mais, professeur Daniel, est-ce que Talon n'est pas en train d'appliquer de la science politique Mais ou là, de la politique scientifique? En tout cas, vous lisez tout ce qu'il fait. non, en termes c'est de, tout sauf, en termes de calcul, ouais. c'est de la science. Parce qu'il y a des calculs. Oui. Derrière tout ce qu'il est en train d'entreprendre, il y a des calculs. Et, comme il le dit, ces calculs, ils peuvent être bons ou erronés. Le problème, c'est quoi? Est-ce que M. Talon s'inscrit dans une perspective d'un deuxième mandat? Si oui, il est en train de baliser la voie pour lui-même. Là, ce n'est pas pour l'intérêt général. C'est même pour On doit pouvoir travailler pour l'intérêt général. Qui est en train de baliser la voie pour C'est une question que je me pose. l'après Talon quand il va prendre sa On ne sait, retraite. Pour on ne être sait pas. tranquille, c'est- Je ne sais pas. Je dis, c'est des questions que je me pose. La première, est-ce qu'il balise la voie pour un second mandat? On ne sait pas. Si tel est le cas, c'est grave parce que il doit travailler pour l'intérêt général et non pas pour l'intérêt particulariste qui est celui, le sien. Ça, c'est de... On voit dans l'ordre public, la puissance de l'État, c'est de travailler pour le plus grand nombre. L'intérêt commun. Voilà. Ce n'est pas Mais si- un vain slogan. Mais si c'est dans l'intérêt général, il doit écouter aussi la minorité politique en place. C'est pour ça que je dis, avec tous ces gens qui sont aujourd'hui pas d'accord avec
les modifications à apporter et surtout le temps laissé aux anciennes formations politiques à se conformer aux nouvelles dispositions. 6 mois. 5 mois. 5 mois. Vous voyez? C'est le paradoxe démocratique. Mais pourquoi les Vous opposants voyez, se sont fait avoir? c'est un paradoxe démocratique. Oui. Voilà, au début, j'ai parlé de l'éthique politique. Voilà un pays où l'opposition dit je vais aller aux élections. Oui. On a connu au Togo où l'opposition dit je ne vais pas aller. Je ne veux pas aller. On dit venez, ils disent je ne viens pas. Je ne viens pas. Mais là-bas, les gens disent mais nous voulons participer. Oui, Mais donnez-nous la possibilité de participer, de les battre dans les urnes. On peut dire aussi venez, mais, Oui, mais quand laissez, les conditions ne sont mais pas laissez-les se créées présenter et qu'ils se fassent battre dans les urnes. Et que vous ayez les coudées franches maintenant pour organiser l'État comme vous le souhaitez par rapport à votre projet. Je veux dire quoi? Talon est venu avec un projet, mais il n'avait pas de structure autour de lui pour piloter ses idées. C'est maintenant qu'il met ces structures en place. Mais vous ne pouvez pas faire ça en excluant les autres. Je veux parler de la démocratie d'exclusion. Oui. C'est pourquoi je dis depuis... Mais ils sont à la 8e législature, hein, depuis 1990. Est-ce que vraiment les 7 législatures étaient négatives? Avec, même si les lois n'étaient pas bonnes, est-ce que les lois anciennes étaient si mauvaises que lui-même il a dû tirer bénéfice de ces lois avant d'accéder au pouvoir? Mais est-ce que l'opposition n'a pas mal joué? Je vais prendre le cas de Pierre d'André Mbedji, le président Du Parlement. de l'Assemblée, Ouais. qui a accompagné cette nouvelle charte, qui a aidé à Même l'opposition voter cette loi. Et l'opposition maintenant, a il se voté. retrouve victime de cette loi. Oui, la loi a été votée. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Procédure. Oui, on est dans un jeu politique où les gens, où les acteurs avaient cru dans la bonne foi de chacun, Voilà. ou dans leur capacité de dribbler l'autre. Il y a aussi ça. Calcul. Et je pense que le président Talon, comme je le disais, mon impression est qu'il les connaît très bien pour les avoir soutenus ou aidés en un moment donné. Mais je n'exclus pas non plus que la machine ait dérapé. Ouais. Ça veut dire, elle s'est emballée. Ouais. À un moment, j'en veux pour preuve les dernières tentatives de rapprochement entre les acteurs. Voilà. Et je pense qu'à ce moment, pour quelqu'un qui est décidé à dire il faut que je contrôle le jeu mieux que je ne le faisais à mon arrivée, il y a des suspicions sur le fait que si j'ouvre aujourd'hui, je risque de perdre le bénéfice de ce que je voulais. Ah, donc je pense qu'il y a cette dimension où la machine de la réforme ou de la fermeture de l'espace s'est emballée et a échappé aux uns et aux autres, Et je suis ou d'accord. à l'un et aux autres. Ça, je suis c'est d'accord. une dimension... Je suis d'accord avec lui parce que je vais même plus loin. Il y avait des portes de sortie qui n'étaient pas forcément politiques. Si le président Talon s'accrochait à la loi ou à l'esprit de la loi, il n'y avait qu'à demander aux leaders des partis concernés de rentrer dans la procédure avec la saisine des tribunaux et avec caractère suspensif. Donc on pouvait les permettre d'aller à cette élection le temps de se conformer à la loi. Tant que les tribunaux n'ont pas encore, là, bon, vous savez ce que c'est. C'est une mesure transitoire. Et c'est ça la mesure transitoire. Tout est possible quand Oui, on le c'était veut. possible. Maintenant, la question que moi je me pose, est-ce que avec des impairs comme ça, il peut s'offrir un deuxième mandat avec oui, mais... 2 particules autour de Ce que je redis, tous ceux-là qui ont je redis travaillé ce au que j'avais Bénin déjà avant son dit. arrivée. Voilà, quelqu'un qui a publiquement dit que la meilleure façon de gagner, c'est d'empêcher les adversaires. Oui. Nous avons vu ses débuts avec l'affaire à Javon. Ça a commencé par là. Un procès disproportionné. N'oublions pas que nous avons un pays pas loin du Togo, où le président est allé au 2e tour avec son challenger en prison. Ouais. N'oublions pas qu'en notre modèle démocratique ouest-africain, le Sénégal, président est allé avec, en exilé et en emprisonné. Donc, on revient à ce que nous disions, il faut nous poser la question sur l'évolution globale de mode de gouvernance. Mais quand vous parlez des présidentielles, le problème, ce n'est pas qu'il y ait 2 particules qui soient autour de lui. Le problème, c'est qu'avec une caution de 250 millions pour aller à l'élection présidentielle, dans un contexte, vous le disiez, tout est argent aujourd'hui, dans un contexte où l'on sait que pour déjà réunir les cautions pour les listes de députation, c'est passé de 8 à 200 millions au Bénin. Franchement, on peut se demander qui aura les capacités d'y aller. Donc, le problème se pose autrement.
ne faites pas pour moi, c'est Là, on ça est que je vous carrément dans disais. la perspective d'une démocratie élitiste. Hein. Donc, Voilà. on choisit Oui, quelques-uns, voilà. et puis bon, voilà, on fait avec. Exactement, Ouais. le problème est là. Le problème est là. C'est ça. Et on se rend compte, maintenant je retombe sur mes inquiétudes, on veut créer des systèmes que nous ne pouvons pas faire vivre dans Oui, nos mais pays. bien sûr. Et ce ne sera probablement que lui seul qui pourra faire vivre ce système pendant un moment. Et personne ne sait dire combien ce moment durera. Alors, le slogan politique de Talon, à l'arrivée, c'était la rupture. Finalement, est-ce que c'est la rupture de la démocratie au Bénin? Rupture brutale. Oui, ça n'a pas besoin de démonstration, hein, parce que c'est de la rupture, c'est une plutocratie arrogante à la Trump, et je ne crois pas que ce monsieur aura un deuxième mandat au Bénin. Pas au Bénin. En tout cas, pas avec les Béninois. Non, pas avec Les Béninois nous ont montré avec le Kassoglo, quand Oui. il était un peu suffisant, arrogant, Même, ils le l'ont laissé à retour de côté, Kérékou. ils ont fait revenir Kérékou. Ouais. Toutes les Ah surprises oui. sont ouvertes. On n'aurait pas pensé avec cela qu'il aurait pu faire passer cette loi, cette charte sur les partis. Oui. Toutes les options sont ouvertes. Mais ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est de voir. C'est ce qu'on appelle en anglais un wake-up call. C'est vraiment un réveil douloureux pour que chacun se dise qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est ça. Est-ce que c'est l'impact trop tard d'ailleurs, hein, parce que nous sommes le 28 avril, il me semble que les élections auront lieu au Bénin. C'est dans une semaine. Hein. Oui, Oui. Quel que soit Voilà Alpha. pourquoi je Est-ce que disais le que vin je n'est suis pas inquiet. tiré? C'est pour ça que je Le dis vin de la rupture que démocratique je suis est tiré. déçu et en même temps inquiet. Mais si je suis inquiet pour la suite de la crise. Je ne crois pas qu'elle va s'arrêter là, même s'il y a élection le 28 avril prochain et que Talon et ces deux partis politiques gagnent une majorité confortable à l'Assemblée, la crise n'aura pas pris fin au Bénin. Alors, je pense que nous avons d'autres angles. Le 28, il y aura ce que tout le monde craint et ne souhaite pas. Mais je pense que d'ici aux élections présidentielles, la beauté de la politique, c'est que c'est l'art d'arrondir les angles. Oui. Et la deuxième chose, c'est que vous avez remarqué que Talon lui-même est conscient qu'il y va plutôt affaibli. Ouais. Hein? Il aura une force politique, mais tout ce qui constitue sa force légitime, il est affaibli. Donc il aura nécessairement besoin de trouver quelques compromis plus tard. Donc je ne serais pas étonné que pour la présidentielle ou pour les autres échéances, il y ait des aménagements, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'avec une telle tradition, la rupture aille aussi loin. Et il y a des chocs qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas anticiper, qui peuvent le surprendre. Et je pense plutôt qu'il faut dire, écoutez, tout le monde a été surpris, on a cru dans l'autre de manière complètement béate, on se réveille dans la douleur, un constat absolument amer, mais comment ne pas perdre le momentum pour dire, écoutez, bon, on ne s'accommode pas, on est obligé de subir, mais essayons d'améliorer la suite. Ça ne serait pas étonnant qu'on aille vers une dissolution après la présidentielle de 2022. Une dissolution de l'Assemblée nationale. Ah oui, Établir des obligatoirement. Parce Ce n'est que... pas exclu. Mais ça se prépare. Dans ça, la ça ne se fait pas comme ça. Ça se prépare, on dit, on accepte, on aménage un certain nombre de dispositions. Et puis en 2021, dans un geste absolument républicain et de concorde nationale, on peut procéder à une dissolution. Vous Je êtes rêve encore. à haute voix, mais ça n'est pas... Oui, même Vous là êtes encore. optimiste, mais moi, je voudrais mettre en doute votre optimisme dans la lecture de certains événements au Bénin, parce que généralement, il y a des instruments de contre-pouvoir au Bénin, comme la Cour constitutionnelle, mais... Elle a été instrumentalisée, cette Cour Elle a été constitutionnelle. caporalisée, on Mais va c'est ce dire. qu'elle a été instrumentalisée. Il y a Parce que, la presse, vu la décision presse de cette béninoise est Cour, pratiquement mise sous éteignoir. sûr. Donc, finalement... est-ce c'est que- un recul démocratique au Bénin, il faut le dire. C'est un recul. Et Un moi, recul démocratique. Ce n'est pas une rupture, mais un recul. réaffirme le fait que avec une telle démarche, il ne peut pas s'offrir deux mandats. Deux mandats, non, ça c'est Non. clair. 2021, Non. dans Ça, ces c'est- conditions, c'est perdu. Parce que si ce n'est que l'argent, il n'est pas le seul à en avoir. Voilà. Donc, Bon, avec si c'est bah, des les coalitions challengers qu'il qui veut, est- à si Javon, c'est à des Javon, coalitions qui a les qu'il veut, leaders, il y ses en aura. comptes bloqués partout, ça a été mais- bloqué. Talon était dans la même posture que Javon, Mais oui, avant de venir gagner, c'est ça. contre Yahi Boni.
il était la victime. Voilà qui devient le bourreau. Mais il sera aussi victime. Ça, c'est clair. C'est aussi la beauté de l'émotion de mes aînés. Seulement, on est sur un champ où on a vu quelqu'un absolument décomplexé, un acteur complètement décomplexé, et qui aujourd'hui marque une intention de contrôler tous les leviers du pouvoir. C'est pour ça que je me place dans la perspective de surprise. Parce qu'il a surpris même. Comment est-ce qu'avec 7 législatures, on choisit de brider ou de casser la 8e pour occuper tout l'espace quasiment seul. Ça veut dire qu'il faut lire ce geste. Je la nuance en disant, on remarque quand même qu'il est gêné aux entournures. Ce n'est pas nécessairement l'acceptation qu'il pouvait attendre, mais il peut continuer. Alors ça veut dire qu'on est sur un registre où toutes les options peuvent être ouvertes. Il peut gagner parce que certainement il sera le seul à avoir les 250 millions. Ou il va faire en sorte que ça se passe comme ça, s'il veut aller jusqu'au bout de la logique. Ou il peut dire, trouvons un moyen d'amortir le choc et de pouvoir avancer. Ou alors, troisièmement, nous pouvons être surpris par un front uni contre lui qui fasse pencher la balance. Mais dans tous les cas de figure, s'il faut rééquilibrer les forces et le jeu politique, on n'est pas à l'abri de cette option de dissolution en 2021. Ça serait se dédire et ça serait politiquement terrible. Il se serait fait à la Kili de dire je dissous l'Assemblée à moins qu'il ne décide de reporter les élections, ce qu'il peut faire à n'importe quel moment pour le bien supérieur de la nation béninoise. Mais le président Talon, il dit ne pas participer aux élections, ce n'est pas la fin du monde. Il conseille les autres de prendre leur mal en patience et de se rattraper plus tard. Dans la mesure où il a récupéré tous ses biens, il peut parler. Il peut parler aux élections, c'est pas Il n'y la a fin qu'à du monde, voir c'est ça. l'Américain Trump qui va au week-end chez lui en disant que le Camp David, ça ne lui sied pas. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier qu'il sera en position de quitte ou double. Absolument en position de quitte ou double, on verra. Mais je pense que le Bénin ne nous a pas encore assez surpris. Parce que... Et très rapidement, à 30 secondes, quels peuvent être les instruments de contre-pouvoir Mais c'est le peuple béninois. C'est le peuple béninois. La communauté internationale, la CEDEAO. C'est pour ça que je voulais dire à mon collègue que le peuple béninois a une particularité. Quand il veut dire non, il dit non. C'est ça. Et c'est pour ça mon inquiétude est fondée. Que Talon n'ira pas jusqu'au bout avec ça. D'accord. Nous allons marquer une pause sur le Bénin. Après une nouvelle édition du journal, nous revenons dans un instant pour parler du Soudan et de l'Algérie. À tout de suite.